Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1er. Des Français et du français. Les Français entretiennent avec le français des relations étranges. Observons au passage que la distinction entre l'usage de la majuscule pour distinguer le citoyen, avec F majuscule, et de la minuscule, pour la langue, le français, est l'une des trouvailles intelligentes de notre orthographe. C'est sans doute pourquoi cette règle, commode et judicieuse à la fois, est si rarement respectée, surtout dans les documents officiels. Toutes les fois où je rencontre cette erreur, je ne puis m'empêcher de voir dans cette majuscule, intempestive pour la langue, le signe d'une sacralisation à laquelle j'entends m'attaquer ici. Dans bien des esprits, le français, idiome élu, ne saurait s'accommoder d'une initiale minuscule. Comment ne pas constater la manie, bien française aussi, de la pureté de la langue dans laquelle, comme on va le voir, les dictionnaires tiennent une place centrale. Elle a conduit à ignorer tout ce qui n'est pas l'usage littéraire du français, comme elle amène aujourd'hui à tenter une purification ethnique des vocabulaires techniques français, dont on ne peut pas dire qu'elle soit la plupart du temps très heureuse, comme on le verra dans la suite. Tant d'autres l'ayant fait, je ne chercherai pas à faire à mon tour l'histoire de la formation de ce culte du bon usage. Rappelons seulement que c'est là le titre d'une des grammaires les plus communes du français, à en juger par le nombre de ses rééditions. Le livre date de 1961. Histoire de ne pas me refuser au passage le plaisir de piéger quelques dizaines de puristes, car un puriste trouve toujours plus puriste que lui qu'il est pur, je signale que le nom de Maurice Grevis s'écrit sans accent aigu et qu'il se prononce Grevis, avec un E mixte qui ne peut être appelé caduc. Comme Grevis le dit lui-même, page 1087, quoiqu'on nomme le plus souvent à tort Grévis ce grammairien belge. Son livre, Le bon usage, est l'une des références majeures de la grammaire normative. Pourtant, contrairement à ce que donne à penser son titre, il fait assez souvent référence, dans les notes il est vrai, à des traits populaires, avec une forme de prédilection pour les usages d'outre-quiévrin qu'explique l'origine de l'auteur. Ce livre comporte même, ce que peu de lecteurs constatent car le texte est à l'extrême fin de l'ouvrage, le Code de terminologie grammaticale du ministère belge de l'instruction publique de 1949. Le divorce entre la langue écrite et la langue parlée n'est pas propre au français bien entendu, mais il me semble plus profond et plus lourd de conséquences que dans le cas de bien d'autres langues. Il est d'usage d'incriminer au premier chef l'époque classique et ce symbole que fut, en 1640, la création de l'Académie française, dont l'une des fonctions majeures était de consacrer le bon usage, c'est-à-dire celui des honnêtes gens. Sans s'encombrer ici de lectures érudites, aussi pesantes qu'inutiles, il suffit de lire ou de relire l'excellent 4e chapitre du Que sais-je, de J. Choron sur le français classique et post-classique. Avec tout le savoir et la prudence qui sont les siens, J. Choron fait en quelques pages une analyse très fine dont je ne retiendrai ici que 2 phrases. La notion de bon usage a eu trop d'importance dans la fixation du français, pour qu'il en soit traité aussi légèrement que des excès des puristes dans d'autres temps. Des composantes diverses se mêlent dans les évolutions qui s'observent. Un goût, une esthétique conspirent avec des tendances propres à l'état de langue, leur fournissent une motivation, élargissent leur champ d'exercice, leur permettent de s'affirmer comme usage ou de s'ériger en règle. 1969/71. Pour la période dont il traite, J. Choron a totalement raison. Il ne faut pas non plus se tromper sur le fameux propos de Vaugelas selon lequel la plus grande de toutes les erreurs en matière d'écrire est de croire comme font plusieurs qu'il ne faut pas écrire comme l'on parle. Certes, il y a bien une seule langue, mais c'est celle des honnêtes gens et des bons auteurs. À cet égard, le XVIIIe siècle est sans doute plus coupable que le précédent dans l'émergence et la consécration de la tyrannie du bon goût. La description de la langue française, exclusivement fondée sur les auteurs classiques, est relayée, à partir de là, par un système d'enseignement qui va bien entendu jouer un rôle essentiel dans l'évolution de la situation. Toute langue, surtout quand elle atteint le mode d'usage et le niveau d'élaboration qui sont ceux du français, a évidemment besoin d'une norme et de règles précises. Est-il pour autant indispensable non seulement d'exclure, mais même de nier toutes les variétés de cette même langue qui, sans pour autant prétendre à bénéficier des prérogatives qui sont celles de la variété standard, peuvent espérer une forme de reconnaissance ou au moins d'existence ? Est-il admissible de les exclure totalement de la description et de l'histoire de la langue, comme à la période stalinienne, on supprimait dans les livres après leur disgrâce,
les photos des dirigeants réputés déviationnistes? Cette comparaison n'est pas proposée au hasard, elle marque qu'il y a là, à mes yeux du moins, une forme de totalitarisme social qui n'est pas rendu plus supportable parce qu'il n'affecte que des variétés de langues et non pas des individus. Chapitre 2. Scrabble, dictionnaire et lexicographie. Quel autre pays, sauf peut-être la Belgique, pépinière de grammairiens, qui partage à bien des égards notre manie, peut se flatter d'avoir dans des journaux des chroniques de grammaire ou de langue, de proposer à la radio et même à la télévision, à des heures de grande écoute, des émissions sur le vocabulaire français, d'avoir des concours publics de dictée et même des championnats du monde d'orthographe? Certes, on peut faire observer qu'il y a dans ces entreprises d'habiles commerçants qui, au lieu de sponsoriser de fragiles catamarans ou des équipes sportives ruineuses, exploitent à moindre frais cet étrange goût des Français pour les complexités, les incommodités ou les obscurités de leur langue. Il y a bien d'autres preuves de cet état de fait que celles que je viens de mentionner. Une des plus étranges et des plus envahissantes réside dans le succès de jeux comme des chiffres et des lettres, et surtout comme le Scrabble dont l'extravagante vogue persiste à m'étonner. Certes, ce jeu fait surtout fureur dans les maisons de retraite, mais il y a des passionnés plus verts, des clubs actifs et fréquentés, des championnats régionaux ou nationaux, et peut-être même des séries de classements comme au tennis ou au bridge. Ce qui m'intéresse dans cette affaire n'est pas le jeu lui-même. Il en vaut un autre et bravo à celui qui l'a inventé et qui par là a fait fortune, mais son aspect linguistique, car vu sous cet angle, ce jeu apparaît propre à susciter des remarques générales dans le domaine de la lexicographie et surtout du rapport des Français à leur langue. Le français a toujours été un amoureux du dictionnaire qui joue un rôle majeur dans l'idée qu'on se fait de la langue française. Autrefois, dans les familles modestes, 3 ouvrages de référence s'offraient à la lecture vespérale ou dominicale: le catalogue de la manufacture de Saint-Étienne, le Chay, indicateur des chemins de fer, et le Petit Larousse illustré. Un problème de sens ou d'orthographe se posait-il? Le chef de famille ouvrait sur la toile cirée de la table de cuisine le gros volume orné de la fleur de pissenlit, Je sème à tout vent, et consultait l'oracle. La sentence était sans appel. Nul n'aurait eu le front, ni même l'idée d'émettre quelque réserve ou quelque doute que ce soit. Cette confiance, aveugle, totale et définitive dans les arrêts du Petit Larousse a coulé dans le bronze la foi lexicographique des Français. Les concurrents modernes de cette auguste maison, Hachette ou Robert, ont eu bien du mal à s'introduire sur un marché depuis si longtemps captif. L'antiquité de cet usage et l'habitude ancestrale de vérifier dans cet ouvrage, qui était en même temps un vrai registre d'état civil lexical, ont ancré dans l'esprit du peuple français l'idée que les mots voient s'établir, du seul et simple fait de leur présence dans le dictionnaire, un véritable acte de nationalité. Par la force des choses, les infortunés termes qui n'y figurent pas sont des sans-papiers linguistiques. Leur sort est plus infortuné que celui des vrais qui peuvent au moins occuper les églises. Ils ne bénéficient ni de l'intérêt des médias, ni du support moral d'associations caritatives. À quand une association d'AL, droit au lexique, pour ces malheureux exclus du dictionnaire? Pour les Persans ou les Japonais qui me liraient, je précise qu'il y a là une allusion franco-française à une véritable association nommée DAL, droit au logement, qui défend les intérêts et les droits des vrais sans-papiers et des exclus en général. Bien entendu, le Scrabble repose fondamentalement sur ce clivage sacré. Tout mot qui n'est pas dans le dictionnaire est refusé dans le jeu. Je ne suis pas un scrablologue assez avisé pour savoir sur quelle base est choisi le dictionnaire de référence et s'il y a dans ce jeu une règle en la matière, mais le point est évidemment capital. Comme toujours, ce détail n'a pas échappé aux marchands du temple. On a donc vu fleurir des ouvrages spécialisés, les premiers étant bien sûr du type dictionnaire du Scrabble ou mieux encore officiel du Scrabble, qui cumulent les sacralisations. Pour élargir le marché, sont arrivés ensuite des dictionnaires francophones du Scrabble. Il y a sans doute, si ce jeu a autant de succès dans ces contrées, des dictionnaires québécois du Scrabble avec les sacres jurons en français québécois, ou des dictionnaires du Scrabble belge, suisse, etc. Certains à me lire ont l'impression que je tombe dans l'anecdote, alors que nous sommes là, au contraire, au cœur même de problèmes essentiels pour les Français et leur langue. Première question et non la moindre, qu'est-ce qui fait qu'un mot est français? Qui en décide? Cette question est puérile, voire sacrilège aux yeux de tous les joueurs de Scrabble.
Un mot est français s'il est dans le dictionnaire, du Scrabble ou autre, mais le leur de préférence. Il m'est arrivé parfois de jouer au Scrabble et vu ma mauvaise foi naturelle, mais aussi en raison d'une certaine pratique du français, j'ai proposé ici ou là, des mots dont j'étais à peu près sûr qu'ils devaient ou avaient dû exister dans cette langue. Le problème est en effet, à la fois synchronique et diachronique. Je ne sais pas si les mots ont, comme les yaourts ou les médicaments, des dates de péremption. Pour donner un exemple authentique dont je me souviens, je garantis l'authenticité de toute l'histoire. J'ai voulu inscrire un jour le mot pelu, au sens de couvert de poils, une patte pelue. Je ne savais pas s'il était attesté quelque part, mais il me semblait l'avoir rencontré et en tout cas, il paraissait mériter d'exister, car il est joli, précis et s'inscrit fort heureusement dans le paradigme des dérivés de pilus ou de pilosus. Les autres joueurs Scrabbleurs patentés ont poussé de hauts cris, affirmant que ce mot n'existait pas. La vérification dans le dictionnaire de référence, je ne sais plus lequel, m'a donné tort, sans que je sois pour autant convaincu ou résigné. J'ai en vain cherché mon cher Pelu, dans divers dictionnaires dont pour finir le trésor de la langue française, le TLF, en 16 volumes. Rien. Restait le recours ultime, le FIU. J'y ai évidemment trouvé Pelu, constatant au passage que le terme était chez Scarron, Racan et même La Fontaine et qu'il figure même dans le dictionnaire de Furetière. J'en ai conclu qu'il devait y avoir en fait, dans ma proposition initiale, un vague souvenir de lecture plus qu'une invention. Fius ou Pilus 8 509. Fr Pelu garni de poils Vasfur 1708 Norscar, Racan La Fontaine. Le mot s'est vu remplacé par poilu. Pour les lecteurs qui ne connaissent pas le FIU et qui s'étonneraient de voir Nord dans la citation ci-dessus, soulignons que cet ouvrage, le plus grand et le seul dictionnaire étymologique de notre langue, est, si étonnant que cela paraisse, rédigé en allemand. Cet incident m'a confirmé dans mon jugement sévère sur les règles de ce jeu. En effet, comme dans les duels d'autrefois où chacun apportait sur le pré 2 épées ou 2 pistolets, une arme pour lui, une pour l'adversaire, on pourrait imaginer que chaque Scrabbleur vienne avec son dictionnaire préféré. Avant de commencer la partie, comme le hasard désignait autrefois les armes qui allaient être utilisées au cours du duel, on tirerait au sort le dictionnaire qui servirait de référence durant le jeu. L'un viendrait avec son modeste petit Larousse, l'autre avec son officiel du Scrabble, tandis qu'un troisième se présenterait en tirant une remorque où s'entasseraient les 16 énormes volumes du trésor de la langue française, ou mieux encore, la grosse centaine de fascicules du FIU. Dans ce dernier cas, nul n'aurait pu injustement refuser mon cher P.O. Il me semble en outre que je propose par là une amélioration sensible de l'intérêt proprement ludique de ce jeu. En effet, à ce que j'entends dire, bien des joueurs ont poussé la passion jusqu'à apprendre par cœur les dictionnaires courants ou en tout cas, y ont repéré et retenu les mots qui permettent de placer de façon facile et rentable, les lettres qui rapportent beaucoup de points mais sont difficiles à caser, K, Q, W, Y. Il en est de même pour le jeu télévisé des chiffres et des lettres, qui repose sur un principe identique et où tout terme proposé par un des joueurs est doctement vérifié dans le dictionnaire par 2 arbitres. Je suppose que, comme par hasard, l'émission est sponsorisée par la maison d'édition qui publie le dictionnaire oraculaire qu'on consulte publiquement sur le plateau. On éviterait semblable perversion en usant de la nouvelle règle que je viens de proposer. Si l'on veut absolument s'en tenir à l'usage actuel, je suggérerais dans le même esprit une autre amélioration à finalité ludique, car après tout ce sont des jeux. Plus simplement et pour éviter les transports de volumes parfois encombrants, on pourrait décider, avant de commencer à jouer, que dans la partie engagée, les joueurs n'auraient le droit d'utiliser que les mots qui, par exemple, se trouvent sur la page de gauche ou de droite du dictionnaire pris comme référence. Dans cette forme du jeu, le joueur qui proposerait un terme figurant sur une mauvaise page ne marquerait pas les points correspondants. On pourrait même raffiner le système en proposant que si, dans la page non admise, le mot se trouve dans la colonne de droite de la page exclue du jeu, le joueur a le droit de faire une seconde proposition de terme, mais que s'il est dans la colonne de gauche, le joueur est obligé de passer son tour. On établirait ainsi un peu de fantaisie ludique dans ce jeu, tout en pénalisant les imbéciles qui se livrent à ces apprentissages systématiques dont ces règles nouvelles rendraient le bénéfice très incertain. Peut-être devrais-je songer à breveter ces améliorations du jeu ? On doit ici briser l'os médulaire de la plaisanterie.
Ce que je veux donner à entendre par ces propositions est qu'un dictionnaire, si bien fait qu'il soit, est un recueil de termes dont les choix et les limites sont arbitraires et dont la fiabilité est très relative. Cette fétichisation du dictionnaire, déjà très forte en France, a été portée à un degré démentiel par les jeux que je viens d'évoquer. J'ose à peine l'écrire pour le public choisi de mes lecteurs, mais le lexique du français n'est pas un ensemble déterminé, fini et fermé, comme on veut nous le donner à croire. Bien malin celui qui peut ou ose dire que tel ou tel mot n'existe pas, ou n'a jamais existé, en français comme mon cher Pelu, sauf naturellement si sa forme graphique ne permet pas d'en envisager l'existence. Ainsi, BCDFG n'a sûrement jamais existé en français. Ceux qui croient que tel mot n'est pas français, car il n'est pas dans leur dictionnaire, ne sont pas plus raisonnables que moi quand, dans ma proposition de changement des règles du Scrabble, je suggère d'exclure du lexique français, pour le temps du jeu, tous les mots qui se trouvent sur les pages de gauche du dictionnaire de référence. Là encore, les marchands se trahissent eux-mêmes en voulant, comme on dit, mettre du sucre sur le miel. On a vu que le Scrabble a conduit à lancer sur le marché de nouveaux dictionnaires, première bonne affaire. En outre, pour faire mieux marcher ce commerce déjà fructueux, on a persuadé ces gogos de joueurs qu'ils doivent absolument utiliser, comme outil de référence, des dictionnaires actualisés chaque année. Comme pour le Beaujolais, on annonce donc désormais que le dictionnaire nouveau est arrivé. Bien entendu, de telles annonces sont relayées par les organes de presse ou par le plus grand des hasards, paraissent, avant ou après, des encarts publicitaires pour ces produits. Les journaux eux-mêmes sont parfois la propriété de ceux qui possèdent aussi les maisons d'édition. Un exemple en est donné au moment même où j'écris ces lignes, par le concours organisé en commun par Le Monde et les dictionnaires Le Robert, avec bien entendu comme récompense pour les gagnants, devinez quoi, des dictionnaires Le Robert. On y trouve pour les 3 et 4 octobre 2004, la question suivante, quelle est la phrase mal orthographiée, des écharpes rouilles, des cheveux au burn, des lainages fauves. Quelle belle langue que le français. Un vrai puriste ou un authentique grammairien regretterait assurément l'absence de points d'interrogation et discuterait sans doute, en la circonstance, la pertinence du terme phrase. Mais le monde lui-même n'est plus ce qu'il était et le problème n'est pas là. Pour en revenir à la question posée, pour les adjectifs de couleur, la règle énoncée par l'arrêté du 26 février 1901, VI 4, est que l'on écrit des robes bleu clair comme des habits marrons car ces noms de nuances sont devenus de véritables substantifs invariables. Substantifs, soit, mais pourquoi invariables? L'orthographe réputée fautive et dont l'aura deviné, lainage fauve qui devrait être, selon les organisateurs du concours, lainage fauve, du moins je le suppose. Or si l'on consulte le dictionnaire historique de la langue française publié par Le Robert, éditeur co-organisateur du concours en cause, on lit sous fauve. Bête fauve, 1561 AV 1573 N. Monsieur, désigne les animaux sauvages au pelage de cette couleur, cerfs, lièvres, lions, etc. par opposition aux bêtes noires et aux bêtes rousses. Le rédacteur de la question ne connaîtrait-il pas l'ouvrage dont il est l'auteur? Il est vrai que ce dictionnaire emprunte largement au Few, mais comment faire autrement? En tout cas, il est clair que le cas de fauve est tout différent de celui de rouille, et que fauve pourrait être regardé comme un véritable adjectif de couleur. Par ses actions et ses campagnes de presse, on perpétue la mythification des dictionnaires. On publie désormais, comme pour les promotions dans l'ordre de la Légion d'honneur, la liste des termes auxquels la nouvelle édition, celle de l'année, accorde la nationalité française et ouvre donc toute grande, de ce simple fait, les portes du Scrabble, des chiffres et des lettres, voire du championnat du monde d'orthographe. Ce que les marchands se gardent bien de dire, en revanche, c'est que pour garder en gros la mise en page de la précédente édition et donc limiter les coûts d'impression, ils enlèvent de la nouvelle édition du dictionnaire un ensemble équivalent de mots, qui se voient ainsi retirer leur nationalité française du jour au lendemain, sans avoir en quoi que ce soit démérité. On s'attarde longuement sur les termes qui entrent dans la langue française, mais on est très discret quant à ceux qui en sont chassés, bien entendu sans la moindre raison avouable. Deuxième question plus complexe, comment un mot devient-il français? Les faits précédents, anecdotiques, amènent à élargir cependant le débat à la fois sur le plan historique et sur le plan méthodologique. L'aspect historique. L'aspect historique est ici le moins important, car il est le plus connu. Le bon usage et le bon goût,
ont conduit dans l'histoire de la lexicographie française à faire une part sans cesse réduite au fil du temps, aux termes qui ne concernaient pas de façon un peu directe les catégories supérieures de la société urbaine. Il y a là, mutatis mutandis, une purification lexicale qui s'apparente à celle qui s'est opérée dans la grammaire. Dans l'histoire des dictionnaires français, ce processus est illustré, dès le départ de la tradition, par les différences entre le dictionnaire de Richelet, 1680, ou le dictionnaire de l'Académie 1694, qui l'un et l'autre recensent essentiellement le lexique de la bonne société urbaine, et le dictionnaire universel de Furetière, 1690, plus ouvert aux divers vocabulaires, techniques, familiers, exotiques. Pour ce dernier point, et cela ne relève pas du hasard, c'est dans ce dictionnaire qu'apparaît pour la première fois le mot criole, devenu ensuite créole. Toutefois, à l'époque moderne, la terminologie conduit à la création consciente et volontaire de termes qui en quelque sorte acquièrent la légitimité dès le début de leur existence. L'aspect méthodologique. Le second aspect, méthodologique, est plus intéressant. Il est moins évident et surtout il va me conduire à trahir quelques secrets de la lexicographie que ce milieu professionnel ne me pardonnera pas facilement d'avoir révélés. Remarque liminaire. Bien entendu, on aura compris que les zones d'incertitude majeure ne concernent pas le lexique de base. Le français fondamental si l'on veut. Je parlerai donc ici surtout des marges que constituent les mots techniques, régionaux ou exotiques, les emprunts, les termes relevés dans les récits de voyage, etc. Nul scrabbleur ne s'interroge pour savoir si platane, moutarde ou mouton sont ou non français, alors qu'il peut le faire pour éoué, curry ou yak. Au problème de la nationalité de tels mots s'ajoute alors celui de leur orthographe, souvent également aléatoire, mais capitale au Scrabble. Dans sa thèse sur les termes de voyage en français, 1963, R. Harveiller relève en un demi-siècle 14 graphies différentes du mot chacal, 1963 sur 170, qui pourtant ne semblent pas poser trop de problèmes. C'est Buffon qui, on ne sait pourquoi, suivant Chardin, a fait le choix de chacal, qui est selon R. Harveiller un emprunt à un parler persan. Nous avons sans doute échappé de justesse à chacal, sur le modèle de chat-tigre ou de chat-huant. Hélas, on n'a pas conservé l'exotique chécal, que les scrabbleurs auraient pourtant bien préféré, car il aurait permis de caser l'encombrant cas. Pour beaucoup de ces mots, d'origine initialement étrangère, y a-t-il en français beaucoup de termes qui soient français de souche, mais aussi pour des termes techniques, régionaux ou populaires. Il y a eu un jour quelque part une réflexion et en tout cas un choix d'un lexicographe qui ont pesé d'un grand poids dans l'intégration du terme dans la communauté lexicale nationale ou dans son rejet définitif. Il est donc important de savoir comment procèdent ces lexicographes. Rares sont ceux qui le savent et plus rares encore ceux qui, le sachant, osent le dire. Je laisserai de côté les problèmes de cuisine interne de la dictionnérique, macrostructure, microstructure, sémantique, nomenclature, etc., pour aller au point essentiel dont je traite ici. Comment choisir un terme non recensé, quelles que soient les raisons de cette non prise en compte, pour lui accorder le privilège de la nationalité lexicale française. Soyons clairs, les lexicographes dans ce type de travail pratiquent une technique, on va voir pourquoi je n'ose dire une science, qui repose en fait essentiellement sur une méthode, la compilation, elle-même exposée à deux risques majeurs, le hasard du choix et l'inadvertance de la lecture. La compilation. Elle est double et concerne aussi les grammaires, même si les grammairiens montrent souvent plus d'esprit critique que les auteurs de dictionnaires. Les lexicographes compilent, en premier lieu, bien entendu, les dictionnaires antérieurs. Depuis qu'il y a des dictionnaires, ils se copient les uns les autres. Aux origines même de la tradition lexicographique française, la parution en moins d'une quinzaine d'années, entre 1680 et 1694, des trois premiers dictionnaires, Richelet, Furetière, Académie française, a déjà posé le problème du plagiat et fait naître des querelles. Gardons l'exemple de créole, qui est significatif. Je viens d'évoquer le dictionnaire de Furetière qui le premier relève, en 1690, le terme criole, en le glosant ainsi, c'est le nom que les Espagnols donnent à leurs enfants nés aux Indes. Rien de plus exact. Le premier dictionnaire espagnol-latin a noté le mot sous la forme criollo, le définissait ainsi en latin avec autant de concision que de justesse, indu patria hispanus genere. Égal indien par la patrie, espagnol par la race. Pour des raisons historiques et sociales,
la principale étant le manque de femmes européennes. Le sens du terme a évolué de diverses façons selon les territoires, désignant ultérieurement de ce fait tantôt des blancs exclusivement, comme aux Antilles françaises, tantôt des non-blancs, donc des mulâtres ou des noirs, à l'exclusion des blancs comme à Maurice, tantôt des blancs, des mulâtres et des noirs, à condition toutefois qu'ils soient nés dans le pays comme à la Réunion ou aux Seychelles. La définition de Furetière, parfaite en 1690, a été reprise dans la suite, sans la moindre révision, par tous les dictionnaires français, le premier dictionnaire à en donner une nouvelle, actualisée étant publié près de 3 siècles plus tard. Le second type de compilation concerne les corpus, c'est-à-dire les ouvrages non lexicographiques que dépouille le lexicographe qui entend ne pas recopier simplement ses prédécesseurs et se met en quête de mots nouveaux. On a vu à propos de Chacal, qu'un beau jour, un auteur qui n'est pas un lexicographe, Buffon en la circonstance, choisit pour un terme une forme qui va devenir définitive, non du fait de la compétence lexicographique de l'auteur en cause, mais au mieux de son autorité scientifique dans un tout autre domaine. Un exemple. Il y a une vingtaine d'années, le Gréco 9, groupe de recherche coopérative me semble-t-il était une formation du CNRS qui regroupait plus d'une vingtaine de chercheurs et d'ITA, ingénieurs, techniciens, administratifs en jargon CNRSian, et se consacrait à la rédaction et à la publication des atlas de la France par région. Cette entreprise touchant alors à sa fin, on chercha un moyen d'occuper ce personnel, assez nombreux, à une tâche qui ne fut pas trop éloignée de la dialectologie française qui était la spécialité première de cette équipe. Il fut décidé, à Lyon, de travailler désormais sur les français régionaux. Ce choix marquait bien entendu que la lexicographie française ne s'était jusque-là guère occupée de ces questions, qu'il faut distinguer de celle des lexiques dialectaux, même si les deux ne sont naturellement pas sans rapport. On décida alors de travailler non par enquête directe, mais par l'étude d'ouvrages régionaux, le plus souvent des romans régionalistes. Cette démarche pouvait paraître un peu étrange puisque pour recueillir des formes essentiellement orales du français, on dépouillait des sources écrites et en outre, littéraires. Toutefois, cette méthode était celle de tous les lexicographes avec pour seule nuance, la recherche spécifique de termes d'origine régionale probable. On a bien entendu retenu qu'un nombre limité d'œuvres, ce qui posait a priori le problème de leur choix. Restait en outre la question de l'inadvertance de ceux et celles qui procédaient à ces dépouillements. Le détail importe peu ici puisque ce n'est qu'un exemple. Le Trésor de la langue française, TLF, est une entreprise qui, en principe, a dû échapper au risque de l'inadvertance, puisque tous les ouvrages retenus ont été saisis électroniquement en vue d'un dépouillement ultérieur, également électronique. L'inadvertance devrait donc en être exclue, encore qu'on ne puisse pas en être totalement sûr, compte tenu de l'époque où ce travail de saisie a été effectué, manuellement et non par scannérisation, et de l'archaïsme technique traditionnel du CNRS en matière d'informatique. La lecture de l'introduction du TLF évoque en effet la période antédiluvienne du traitement informatique des textes. Notons-y une seule expression qui nous renvoie à la perforation intégrale, page 25, et donc au perfo-vérif. D'antan, égale perforateur vérificateur, les OS égale ouvrier spécialisé de l'informatique de cette époque. Le CNRS, de toute façon, n'a jamais été très en pointe sur le plan technique en matière d'informatisation. Rappelons un simple détail sur ce point précis qui va peut-être se voir contesté, encore que les hagiographes du CNRS n'aient sans doute pas intérêt à me pousser à en dire davantage. Bien qu'il s'agisse là non de lexicographie mais de documentation, les aspects techniques sont les mêmes comme on va le voir. Dans les années 80, les données bibliographiques pour les sciences humaines et sociales, le secteur SHS en CNRSian, étaient saisies à l'aide de bordereaux d'e-harmonie. J'ajoute, même si l'on a quelque peine à le croire, mais le lecteur n'est pas au bout de ses étonnements, que les bulletins signalétiques du CNRS ne dépouillaient que les périodiques, les ouvrages eux-mêmes n'étaient donc signalés qu'à travers les comptes rendus dont ils faisaient éventuellement l'objet, souvent plusieurs années après leur parution. La dénomination des bordereaux « harmonie » était clairement antiphrastique, si l'on peut dire, car en fait, il n'y avait aucune harmonisation des descripteurs entre les diverses sections des SHS. De ce fait par exemple, j'invente car j'ai oublié le détail, les sciences du langage avaient pour descripteur école, alors que l'anthropologie avait système scolaire. Les équipes qui, comme l'ERA 1041 que je dirigeais alors,
remplissait des bordereaux harmonie pour 2 sections, linguistique d'une part, anthropologie de l'autre, devait donc remplir pour un seul et même article 2 bordereaux différents avec des descripteurs différents, pour les 2 sections du CNRS citées dont les bureaux étaient pourtant contigus boulevard Raspail. Mais ce n'est pas fini. Le problème est qu'ensuite, dans la réalisation des bulletins signalétiques, les services techniques du CNRS, si incroyables que cela paraisse, étaient incapables de présenter les données bibliographiques incluses dans un bulletin signalétique dans l'ordre alphabétique des auteurs. Elles étaient classées par leur ordre de saisie, sous un numéro. Pour trouver une référence, il fallait donc d'abord, dans une table alphabétique des auteurs en fin de fascicule, rechercher le numéro d'ordre qui permettait ensuite de retrouver l'analyse du document. J'ai connu quelques-unes des grands noms de ma vie, lorsque dans des réunions internationales, j'ai dû expliquer ces détails insolites à des collègues allemands, américains ou canadiens qui avaient bien du mal à cacher d'abord leur étonnement, puis leur sourire. Je ne me prononce pas donc sur les modalités de dépouillement, et le cas échéant sur les inadvertances du TLF qui de toute façon est tel qu'il est, constitue un outil de recherche extraordinaire. En revanche, le problème des textes retenus, si vaste qu'ait été le corpus traité, ne peut que se poser puisqu'on ne pouvait prendre en compte qu'une infime partie, sélection de l'imprimé, littéraire, 80% du corpus, et technique, 20%, de la période en cause, les 19e et 20e siècles. Pour la littérature, de toute évidence, on sait, selon la grande tradition qui va de Richelet à Littré, essentiellement référée à nos chers grands auteurs. La chose est très clairement dite dans l'introduction du TLF. Pour la sélection des textes littéraires, un seul principe a été retenu, le principe d'autorité. Page 23. Les choix sont en fait ceux des auteurs de manuels connus de littérature française, Boisdeffre, Bédier, Thibaudet, etc. Même si les risques sont moindres pour un cas comme celui du TLF, dans le passé, toutes les entreprises lexicographiques ont été exposées à l'omission, de textes majeurs ou intéressants, et à l'inadvertance, dans le traitement du détail des textes compilés. Je ne sais quel auteur illustre a écrit que dans l'histoire du monde, le balai et la chaise percée ont fait la critique des documents. Nous verrons plus loin qu'une des faiblesses majeures de l'histoire officielle de la langue tient en particulier aux datations qu'elle propose. Dans le domaine du lexique, on entre presque dans le domaine de l'irrationnel. Car bien malin ou plutôt bien imprudent est celui qui se risque à affirmer qu'avant une date qu'il propose à partir d'une attestation donnée qu'il a relevée, le terme en cause n'est jamais apparu dans l'imprimé français. De tels recueils de datation, si utiles qu'ils puissent être, doivent être considérés avec la plus grande prudence et regardés comme des états incertains et provisoires. Raymond Harveiller a passé les dernières décennies de sa vie à traquer les erreurs de datation et à proposer dans ses notes d'étymologie et de lexicologie des attestations et des datations nouvelles, tant pour le fiou que pour les matériaux pour l'histoire du vocabulaire français. Il a consacré à ces questions de multiples articles, et beaucoup de ces notes sont probablement demeurées inédites. En effet, toutes les boîtes à chaussures de la famille Harveiller ne suffisaient pas à contenir les fiches de rectification de datation qu'il accumulait. Il faut assurément, et sa propre modestie en est une preuve supplémentaire, une extraordinaire confiance en soi, en son savoir, en son sérieux, en son travail, etc. pour oser écrire que tel terme n'est pas attesté en français avant telle ou telle année. Affirmation que peut démentir à tout moment un simple coup d'œil dans un livre antérieur ouvert au hasard. Le cas de Pellu l'a illustré et je n'y reviens pas. Il est probable que dans le domaine des vocabulaires marginaux, la grande majorité des datations est fausse et que la plupart des termes apparaissent à des dates antérieures à celles qui sont habituellement avancées. Il en est autrement dans le domaine grammatical où au contraire, les structures continuent souvent à être en usage très au-delà des périodes où elles sont réputées avoir disparu. L'inadvertance. Les lexicographes ne lisent pas toujours les bons textes, le hasard évoqué ci-dessus, mais en outre ils ne font pas toujours preuve d'une égale vigilance. Suivant l'heure de la journée, l'arrivée d'un visiteur, l'état de santé ou de fatigue, nombre d'inadvertances peuvent se produire. Un dessert de trop, un café en moins, une légère somnolence postprandiale ou une visite inopinée ont pu priver de façon définitive un terme de la nationalité française, en provoquant une distraction momentanée du compilateur.
Ce point est plus grave que le précédent où la lexicographie peut toujours plaider l'impossibilité de procéder autrement, puisqu'on ne peut songer à dépouiller tout l'imprimé. J'ai pris conscience de ce fait dans la mesure où, ayant envisagé de faire la thèse complémentaire de ma thèse d'État sur le voyage à l'Île-de-France de Bernardin de Saint-Pierre, publiée en 1773, j'ai beaucoup travaillé sur ce texte. L'auteur avait envisagé d'en donner, 20 ans plus tard, une nouvelle édition dont j'ai retrouvé les manuscrits au Havre, sa ville natale. Sans que mon projet prenne la forme d'une thèse, on avait entre-temps supprimé la thèse complémentaire. J'ai publié cette seconde édition avec des notes abondantes en 1986. Leur rédaction m'a conduit à étudier de près l'ensemble de l'œuvre de Bernardin de Saint-Pierre, car ce séjour à l'Île-de-France a été déterminant pour toute sa carrière littéraire. De ce fait, j'ai examiné de près les termes de voyage ou les mots exotiques, nombreux dans ces livres, qui souvent ont été recensés par la lexicographie française en raison même de l'importance accordée à cet auteur. On constate d'abord, sans entrer dans le détail, que les œuvres ne sont pas forcément traitées en fonction de l'intérêt lexicographique qu'elles présentent réellement, mais plutôt de leur cote, parfois provisoire et en tout cas variable selon les époques, sur le plan littéraire. Paul et Virginie occupent ainsi une place que rien ne justifie en fait, car il ne devait s'agir au départ que d'un épisode du voyage à l'Île-de-France lui-même, qui est un texte bien plus riche. En outre, l'intérêt qu'offrent certains termes n'est souvent pas perçu par simple ignorance des réalités de la part du compilateur. Dans Paul et Virginie, un mot comme habitant, dans le fameux épisode de l'habitant de la rivière Noire, n'est jamais ni relevé ni expliqué, pas plus qu'il n'est glosé dans aucune édition ultérieure du roman, alors qu'aucun lecteur n'en comprend en fait le sens exact. En effet, l'habitant en cause n'est nullement, comme le croient tous les lecteurs, éditeurs et commentateurs successifs, celui qui habite à la rivière Noire, mais un exploitant agricole qui ne réside pas nécessairement en ce lieu, mais y possède une habitation. Habitation et habitant ont dans le français colonial dès le XVIIe siècle un sens particulier que les dictionnaires ne relèvent que rarement pour le premier, jamais pour le second confèrent. R. Chaudenson, 1974-2003. Je ne puis entrer ici dans le détail. On peut, le cas échéant, se reporter à mon édition de 1986, mais on constate par exemple une totale anarchie dans le traitement des noms d'arbres exotiques dont l'auteur mentionne la présence à l'Île-de-France. Une confusion amusante qui illustre ces problèmes pour conclure ce point. B. de Saint-Pierre, dans ses textes originaux, avant les réécritures des éditions modernes, comme tous les auteurs du XVIIIe siècle, a une orthographe fantaisiste à nos yeux, je ne parle même pas de celle de ses manuscrits. Dans son voyage 1773, comme dans Paul et Virginie et comme dans les études de la nature, il écrit toujours le mot poulpe, octopus ou si l'on veut pieuvre, sous la forme polype. De ce fait, un de ses commentateurs, dont je tairai le nom par respect pour sa mémoire, explique savamment au lecteur qu'il s'agit là d'un animal marin élémentaire de structure simple, confère. R. Chaudenson, 1986/382. Le malheureux critique avait tout simplement cherché polype dans le dictionnaire pour rédiger sa note. Il est un peu inutile d'insister davantage pour marquer ce que peut avoir d'aléatoire l'entrée de tel ou tel terme de ce genre dans les dictionnaires. Je ne prendrai qu'un exemple car là aussi, il résulte d'une de mes expériences du jeu de Scrabble. La lettre W n'est pas facile à placer et tous les pratiquants, même les plus novices, connaissent les mots français du dictionnaire où cette lettre figure, du wapiti au ou. Novice en la matière, j'ai tenté de placer un jour le mot Ewe, qui est le nom d'une langue largement en usage au Bénin et au Togo. Que n'avais-je tenté là? On me le fit bien voir, comme à l'âne de la fable. Dictionnaire en main, on me prouva que le mot Ewe n'était pas français. Je veux bien après tout, mais alors j'exige qu'on m'explique pourquoi Wolof est en revanche français. Qu'a donc le Wolof que n'a pas l'Ewe? Ils ne sont pas plus langue officielle d'un État, et n'ont pas plus de locuteurs l'un que l'autre. La seule différence est qu'un beau jour, par le plus grand des hasards, un lexicographe a inclus Wolof dans son dictionnaire et que les autres ont suivi, alors que l'infortuné Ewe n'a pas eu la même chance. En fait, les seules vraies victimes de cette injustice lexicographique sont les joueurs de Scrabble, car Ewe réglerait à peu près avec élégance et efficacité tous les problèmes de placement de la lettre W. A contrario, ce pourrait toutefois être une bonne raison de lui refuser la nationalité française,
car où serait alors la difficulté de placer ce redouté W? Gide rappelle qu'on a banni autrefois celui qui avait ajouté une corde à la lyre. Chapitre 3. Championnat du monde d'orthographe et francophonie. J'ai reçu, il y a quelques mois, je ne sais toujours pas bien pourquoi, une lettre d'un jeune Gabonais qui, en un style des plus fleuris, se prévalait d'un succès flatteur au championnat du monde d'orthographe organisé, je suppose, par Bernard Pivot. J'ajoute cette prudence car peut-être, comme pour les élections de Miss France, y a-t-il des concurrents sur le même créneau. Cette lettre, par certains côtés émouvante, par d'autres ridicule, illustrait une image du français qui n'est sans doute pas la meilleure qu'on puisse souhaiter en vue de sa diffusion dans le monde. Soyons clairs, il y a là dans ce genre de concours comme dans le commerce des dictionnaires dont j'ai parlé dans le précédent chapitre, une affaire purement commerciale avec des produits dérivés, comme on dit, émissions de télévision, magazines, livres, jeux, etc. Il doit même y avoir, comme pour l'auto-bridge, un outil personnel d'entraînement, naguère manuel, désormais électronique, qui permettent de se préparer quotidiennement à ce genre d'épreuves. Ces concours d'orthographe ne sont en fait que des versions, à visée désormais sérieuse, voire nationale et patriotique. L'opération est retransmise par la télévision depuis le grand amphithéâtre de la Sorbonne, de la dictée imaginée autrefois par Mérimée pour distraire l'impératrice Eugénie et son entourage. Cette épreuve est proposée, dans le cadre de ces opérations linguistico-patriotico-commerciales, par B. Pivot, dont les Français ont pu évaluer les compétences réelles en matière orthographique, lors d'une émission où il accueillait Jacques Toubon, alors ministre de la Culture et de la Francophonie. Mais n'anticipons pas, car je raconterai plus loin cet épisode édifiant. La dictée de Mérimée, ce dîner à Sainte-Adresse près du Havre fut un vrai guêpier, était un texte qui certes accumulait à dessein les pièges orthographiques, les cuisseaux de veau et les cuisseaux de chevreuil, mais qui avait une certaine cohérence. Octave Feuillet de l'Académie française fit 24 fautes et le vainqueur avec 3 fautes fut un étranger, le prince de Metternich. Les dictées de Pivot ne sont en revanche qu'aberrations et anomalies où le trait d'union joue le rôle majeur. Elles n'ont même pas de validité réelle, au plan strictement administratif, puisque l'arrêté de Georges Legge, pris le 26 février 1901, a établi des tolérances officielles sur beaucoup de ces points. Ainsi, dans le titre 4 de ce texte, non composé, lit-on, les mêmes non composés se rencontrent aujourd'hui tantôt avec le trait d'union, tantôt sans trait d'union. Il est inutile de fatiguer les enfants à apprendre des contradictions que rien ne justifie. Cet arrêté, plein de bon sens, vaut pour les examens et concours nationaux et son préambule précise qu'il ne sera pas compté de faute aux candidats pour avoir usé des tolérances indiquées. En d'autres termes, certaines fautes sur lesquelles se fondent des championnats d'orthographe ne sont pas des fautes aux yeux de la loi française, car à ma connaissance ce texte est toujours valide. On peut de la même façon se demander en outre si, dans ces concours de dictée plus ou moins officiels, on prend ou non en compte ce qu'on appelle souvent la réforme Rocard et qui consiste, en fait, dans des rectifications orthographiques, approuvées à l'unanimité par l'Académie française le 3 mai 1990 et publiées dans le journal officiel le 6 décembre de la même année. Un certain nombre de documents diffusés par des organismes officiels respectent ces dispositions, sans toujours le rappeler, ce qui fait parfois problème. C'est le cas de la DGLF-LF, me semble-t-il. J'ajoute cette restriction faute de lire tous les textes qu'elle produit. Il faut avouer qu'on s'y perd un peu puisque l'Académie française, pourtant unanime dans son premier choix, mais cédant sans doute devant la grogne de quelques paladins de la francophonie, a publié en janvier 1991 un communiqué marquant son souhait que ces recommandations ne soient pas mises en application par voie impérative. Il en résulte que l'application de cette réforme est très limitée et qu'en gros, dans la francophonie du Nord, le respect de ces dispositions est chose rare, ce qui les a fait tomber rapidement dans l'oubli, dans le grand public au moins. De ce fait, si l'on se risque à écrire selon ces normes, comme le font certains auteurs, en matière linguistique surtout, il est prudent de le préciser expressément d'emblée pour ne pas se faire taxer d'ignorance. On peut s'en convaincre, s'il est besoin, en utilisant les correcteurs orthographiques du français dont sont équipés nos ordinateurs. Pour la plupart, ils signalent comme faute, par des soulignements vengeurs, tout mot écrit selon les recommandations de 1990. Le français issu de la réforme Rocard ne fait pas encore partie des diverses variétés de français que prennent en compte nos machines.
Quant au gouvernement français, il soutient, apparemment sans problème, à la fois l'application de la réforme Rocard mise en œuvre dans certaines productions officielles, et des manifestations comme celle qu'organise B-Pivot qui, pour une part, repose sur un non-respect de la réforme de 1991. Si Mérimée est sans doute l'inventeur de la dictée faite pour regrouper le maximum de difficultés orthographiques, selon André Gauss, Bernard Pivot n'aurait même pas eu le premier, l'idée de créer ces championnats d'orthographe. Les premières compétitions de ce genre auraient en effet eu lieu à Bruxelles, ce qui ne m'étonne guère quand on connaît la passion de certains Belges pour la grammaire, à Gauss, présentation de l'APARO 1997 sur 4. De l'orthographe du français. Comment ne pas rappeler, en abordant ce point, la si pertinente remarque de Pierre Larousse dans l'article orthographe de son dictionnaire de 1874 ? Nous passons une grande partie de notre vie à apprendre à écrire en français et, les plus instruits et les plus intelligents d'entre nous n'y parviennent qu'imparfaitement. On pourrait de façon quelque peu sophiste, tirer de cette remarque la conclusion que ceux qui arrivent à maîtriser parfaitement cette orthographe sont en fait des imbéciles, ce que la sagesse populaire d'autrefois disait à sa façon, en proclamant que l'orthographe était la science des ânes. En fait, ces compétitions d'orthographe sont aussi puériles que vaines. On pourrait juger qu'elles s'apparentent simplement au stupide record du Guinness Book, s'il n'y avait pas là des indices de mentalité, qui sont en fait d'autant plus graves pour la langue française que les promoteurs de telles opérations. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.